Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Les Andes étaient marquées par des vallées isolées. Les conflits pour l'accès à l'eau sont donc assez fréquents. Les fortins, les murailles et les canaux témoignent justement de ces tensions chroniques. Au VIe siècle surgit une nouveauté décisive, les premiers États impériaux. Vous avez Huari et Tiwanaku, c'est l'horizon, ce qu'on appelle l'horizon moyen. Huari, qui est la capitale proche d'Ayacucho, est à 2800 mètres d'altitude. Vous avez là une immense ville entre 35 000 et 70 000 habitants. On est au VIe siècle de notre ère. Muraille de 12 mètres, étages multiples, réseau d'égouts, premier réseau routier structuré. C'est absolument incroyable. Il faut savoir que les Incas vont s'en inspirer et reprendront tout ça à leur compte. Huari, c'est le premier modèle d'État andin centralisé. Vous avez Tiwanaku, près du lac Titicaca, à 3850 mètres d'altitude. Là, vous avez une architecture monumentale, une iconographie religieuse omniprésente. C'est une métropole, écoutez bien, de près de 250 000 habitants dans sa zone d'influence. C'est gigantesque. C'est le premier grand empire religieux d'Amérique du Sud. Et les Andes préhispaniques ne connaîtront plus un tel processus d'urbanisation, même sous les Incas, donc c'est vous dire un petit peu le niveau. Et puis vers l'an 1000, ces deux géants s'effondrent, et après donc leur effondrement, on est ce qu'on appelle la période intermédiaire tardive. Alors je vous passe les détails, bien sûr, parce que sinon ça prendrait 18 heures ces émissions. C'est une époque de fragmentation, mais aussi d'innovation importante. Vous avez là la production massive de bronze arsenical, qui est au nord, c'est la culture sicane, du bronze cuivre-éteint au sud, autour de Titicaca, la multiplication de ce qu'on appelle les terrasses agricoles. Vous avez des grandes capitales régionales comme Chanchan, au cœur de Chimu, avec 20 à 30 000 habitants et 20 km² qui sont construits. C'est considérable. Le littoral nord devient l'une des zones les plus urbanisées de l'Amérique préhispanique, mais les Hautes-Terres, elles, vont se morceler en dizaines de petites chefferies, souvent accrochées à des hauteurs imprenables. Eh bien, c'est dans ce paysage éclaté, conflictuel, instable, que vont émerger lentement les Incas. Et c'est dans cet environnement déjà structuré, vous avez compris, aux traditions millénaires, qu'ils vont puiser pour forger leur empire. Donc avant les Incas, les Andes ne sont ni un désert culturel, ni un territoire vide, vous l'avez compris. Au contraire, ce sont l'un des grands laboratoires de l'humanité. Un lieu où l'agriculture est très ancienne, où la diversité écologique stimule la complexité sociale, où des dizaines de civilisations vont se succéder et où apparaissent les premiers États impériaux du continent. Et les Incas n'arrivent qu'à la fin, mais eux, si vous voulez, ils héritent de tout. Et c'est grâce à cet héritage immense qu'ils vont pouvoir conquérir en moins d'un siècle l'un des plus vastes empires du monde précolombien. Si on interroge les chroniqueurs espagnols, l'Empire Inca serait né d'un seul geste héroïque. Un jeune prince courageux, une bataille épique forcément, la fuite d'un roi lâche et puis le renversement du monde proclamé par un nouveau souverain, Pachacuti. L'histoire est belle, elle est quasiment biblique, mais elle est totalement fausse. Derrière le mythe, une réalité donc plus subtile apparaît. L'Empire Inca, comme je vous l'ai expliqué, n'a pas surgi d'un coup. Il est donc le fruit de plusieurs siècles d'évolution, de négociations, d'alliances, de rivalités et seulement en dernier recours, de guerre. Pour comprendre comment une petite tribu de vallée va se hisser au rang d'empire continental, il faut reprendre l'histoire là où je l'ai laissée. Dans un monde andin, souvenez-vous, fragmenté, rempli de petites chefferies, souvent en conflit, et où la clé du pouvoir tient à la maîtrise de l'eau, des alliances et des routes. Vers 1200, donc au XIIIe siècle, les Incas ne sont qu'un groupe parmi d'autres. Ils ne dominent rien. Vous avez le même type de phénomène avec les Francs chez nous. Ils ne sont pas des guerriers redoutables, ils n'ont pas encore de monuments, ni de réseau d'irrigation spectaculaire. Leur particularité est ailleurs. En fait, ils restent installés dans les vallées, alors que d'autres peuples, par peur de conflits, vont se réfugier sur les hauteurs, loin des champs de maïs. Et contrairement aux autres tribus qui donc vont, si vous comprenez bien, qui vont eux se réfugier sur les cimes, eh bien les villages de la région de Cusco ne sont pas fortifiés et l'exploitation du maïs s'intensifie. Autrement dit, dès leur début, les Incas font un pari politique simple, ils occupent le cœur agricole,
mais pas les refuges défensifs. Alors c'est risqué comme stratégie, vous me direz, mais finalement stratégie payante. En occupant les zones fertiles, eh bien tout simplement ils deviennent indispensables. Et plutôt que de combattre leurs voisins, eh bien ils vont s'allier avec eux. Et peu à peu, eh bien ils vont imposer leur influence à l'échelle régionale. Cusco devient un petit centre de pouvoir, pas encore un État, mais déjà un noyau politique. Si j'osais la comparaison, la mafia est un peu dans le même principe, si vous voulez. Elle arrive, elle met sa main, ou elle mettait sa main sur une exploitation, sur une économie, et elle devient indispensable aux autres, et puis peu à peu, elle va pénétrer différents secteurs. C'est un petit peu la même chose. Pardon pour l'image, mais on est dans le même contexte. Les archéologues, en datant les premiers édifices incas, ont fait quand même une découverte intéressante, même surprenante. Les sites d'architecture inca impériale dans la région de Cusco remontent bien avant le règne de Pachacuti, peut-être à la fin du XIVe siècle. Donc l'idée reçue d'une création soudaine de l'Empire s'effondre complètement. Les Incas construisent leur pouvoir depuis au moins 2 siècles avant leur expansion. Et le XVe siècle andin n'a rien d'un long fleuve tranquille non plus. Il est marqué par des chefferies rivales, des luttes pour les terres, des guerres pour l'eau, des alliances changeantes, et dans ce chaos, une puissance domine le nord du lac Titicaca. C'est le royaume de Kula, grand producteur de bronze, très convoité par les peuples voisins. Et c'est justement là que commence la vraie expansion inca. Sous le règne de Wiracocha, peut-être un petit peu juste avant, les Incas se heurtent à ce rival redoutable. Et pour s'imposer, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas l'affronter tout seuls. Et c'est là qu'ils vont élaborer ce qui va devenir leur signature politique, c'est-à-dire l'alliance stratégique. Ils vont s'allier aux Kana, frontaliers des Kula, aux Lupaka, ennemis jurés des Kula. C'est comme partout, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et donc, pris en étau, les Kula vont s'effondrer. Ils sont écrasés par cette triple alliance dominée par les Incas. Et cette victoire change tout. Elle offre aux Incas des ressources métalliques, de nouveaux alliés, un prestige militaire et politique, et un territoire d'altitude riche en pâturage. C'est le premier pas géopolitique majeur de leur histoire. Alors après les Kula, l'autre grande puissance régionale, c'est les Chancas, établis à l'ouest de Cusco. Dans le récit mythifié, ce sont eux qui attaquent Cusco vers 1438, provoquant la fuite du roi Wiracocha et l'héroïsme de son fils, le futur Pachacuti. Cette scène, il faut savoir, a été amplifiée, réécrite, glorifiée par Pachacuti lui-même. Mais un fait demeure, la défaite des Chancas a un impact politique gigantesque. Leur intégration au camp Inca change la donne. Ce sont de bons guerriers, ils apportent des contingents, ils sécurisent l'ouest de Cusco, et une fois battus, ils deviennent des alliés. Et dès cet instant, les Incas, les Kana et les Chancas marchent ensemble vers un destin impérial. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.